il existe des votes à l'ONU qui passent presque inaperçus. Des résolutions techniques, des déclarations de principe, des condamnations symboliques que personne ne lit vraiment. Et puis, il y a des votes qui, sous une apparence bureaucratique, dissimulent quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui, si vous savez comment le lire, vous révèle l'état réel du monde. Le 7 avril 2026, le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu l'un de ces votes. 11 pays ont dit oui, 2 ont dit non. Et en l'espace de quelques secondes, ces 2 noms ont déclenché une onde de choc que la plupart des commentateurs n'ont pas encore fini de mesurer. La Chine et la Russie venaient de bloquer une résolution portant sur le détroit d'Ormuz. Les titres ont jailli immédiatement. Pékin protège Téhéran, Moscou choisit le chaos. La réponse a été rapide, propre, consommable et presque entièrement à côté de la réalité. Avant d'aller plus loin, si ce type d'analyse, le genre qui refuse les raccourcis et qui creuse là où les grands médias s'arrêtent, correspond à ce que vous cherchez, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ce que nous allons déconstruire dans les prochaines minutes n'est pas terminé. La crise du détroit d'Ormuz est en train de redessiner les équilibres de pouvoir en temps réel et chaque développement compte. Vous ne voulez pas manquer la suite. Revenons à ce vote. Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, il faut commencer par le bon endroit. Non pas avec les délégués assis autour de cette table en fer à cheval, mais avec la géographie elle-même. Le détroit d'Ormuz est un goulot d'étranglement d'environ 33 km dans sa partie la plus étroite, coincé entre la péninsule arabique et les côtes iraniennes. En surface, ce n'est qu'un couloir maritime parmi d'autres. Mais en réalité, c'est l'une des artères les plus critiques de l'économie mondiale. Environ 20 % du pétrole consommé sur la planète transite par là. Selon les estimations de l'Agence internationale de l'énergie, cela représente entre 17 et 21 millions de barils par jour. Si vous fermez cette route, vraiment la fermer, vous ne perturbez pas seulement les marchés de l'énergie. Vous provoquez une onde de choc dans les chaînes logistiques mondiales, dans les prix alimentaires, dans les économies industrielles d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord simultanément. Ce n'est pas une métaphore. Les modèles économiques, sur une fermeture prolongée du détroit, estiment un choc inflationnaire de l'ordre de 3 à 5 points de PIB dans les économies les plus dépendantes, avec des prix du baril pouvant dépasser les 150 $ dans les premières semaines. Ce couloir de 33 km est l'une des rares infrastructures physiques dont la disparition pourrait provoquer une récession mondiale quasi immédiate. Et c'est exactement pourquoi le vote du 7 avril n'était pas une formalité diplomatique. C'était une décision sur qui contrôle la clé de cette porte. Ce contexte établi, penchons-nous sur l'objet même de ce vote parce que la résolution elle-même a une histoire que les médias n'ont pas racontée. Le texte initial présenté au Conseil, à l'origine porté par Bahreïn avec le soutien des États-Unis et d'un groupe de pays occidentaux, ne se limitait pas à appeler à la liberté de navigation. Au cœur du document original se trouvait une formulation que les diplomates reconnaissent immédiatement. L'autorisation de recourir à tous les moyens nécessaires. 4 mots. En langage onusien, ce n'est pas une formule anodine. C'est la même construction juridique utilisée en 1990 pour autoriser l'intervention militaire en Irak et en 2011 pour couvrir l'opération en Libye. Tous les moyens nécessaires signifient, sans ambiguïté pour quiconque connaît le droit international, une couverture légale pour l'usage de la force armée. La résolution n'était donc pas simplement une déclaration appelant à la désescalade. Dans sa version initiale, elle aurait potentiellement offert une légitimité internationale à une intervention militaire pour ouvrir le détroit par la contrainte. Et c'est là que l'histoire commence à devenir intéressante, parce que plusieurs acteurs ont résisté à ce texte, dont la France, qui n'est pourtant pas classée dans le camp pro-iranien. Le langage a été revu. Les références à l'usage de la force ont été atténuées, puis supprimées. La résolution a été allégée une première fois, puis une seconde. Elle est passée d'un texte autorisant potentiellement une action militaire à un texte appelant à des négociations, à la désescalade, à la protection des voies maritimes dans les termes les plus neutres possibles. Et à chaque révision, à chaque concession, à chaque effort pour trouver un terrain commun, la Chine et la Russie ont quand même dit non. C'est ce point précis que la plupart des analyses ont raté. Parce qu'à partir du moment où la résolution est devenue quasi symbolique, l'argument selon lequel Pékin protégeait Téhéran ne suffit plus à expliquer le veto. On ne bloque pas un texte presque vide de substance par pure loyauté envers un partenaire commercial. Il y a autre chose. Il y a une logique bien plus profonde. Pour comprendre cette logique, il faut utiliser la grille d'analyse la plus fiable en géopolitique. Oubliez ce que les pays déclarent. Regardez ce que leurs décisions accomplissent concrètement. Posez une seule question. Qui tire avantage de ce résultat? Appliquons cela à la Chine avec précision. La Chine importe entre 10 et 11 millions de barils de pétrole par jour. Une portion significative de cet approvisionnement provient du Golfe Persique et transite par le détroit d'Ormuz. En apparence, Pékin devrait être la première puissance à exiger la réouverture de cette route. Elle devrait être plus vocale que Washington, plus pressée que Bruxelles, plus anxieuse que Tokyo.
C'est le raisonnement de surface et c'est exactement là où la majorité des analyses s'arrêtent. La Chine ne raisonne pas à l'horizon des cycles d'actualité. Elle ne raisonne pas en trimestre, ni même en mandat présidentiel. La pensée stratégique chinoise, et cela est documenté dans ses propres documents officiels, dans les écrits de ses théoriciens militaires, dans les déclarations de ses dirigeants, opère sur des décennies. Oui, à court terme, l'instabilité dans le détroit inflige une douleur réelle à l'économie chinoise. Les prix de l'énergie montent, les marges industrielles se rétrécissent, les pressions inflationnistes s'accélèrent. Mais Pékin n'évalue pas cette douleur en isolation. Elle l'évalue en regard de ce que cette crise produit structurellement sur le long arc de la compétition géopolitique mondiale. Et c'est là que le premier niveau de la vraie stratégie apparaît. Si les États-Unis avaient obtenu cette résolution, même dans sa version la plus diluée, ils auraient reçu quelque chose d'infiniment plus précieux que la permission d'agir. Ils auraient reçu la légitimité d'agir. Il y a une différence fondamentale entre une superpuissance qui fait quelque chose parce qu'elle en a la capacité et une superpuissance qui fait la même chose parce que le Conseil de sécurité de l'ONU lui a dit que c'était conforme au droit international. La première option est de la puissance brute. La seconde est de la puissance avec mandat moral. Et un mandat moral du Conseil de sécurité transforme une intervention en précédent. Un précédent selon lequel Washington peut légalement sécuriser les routes énergétiques mondiales par la force. Un précédent qui, une fois établi, peut être invoqué à nouveau dans le Pacifique, dans la mer de Chine méridionale, dans le canal de Malacca. Si vous êtes Pékin et que vous avez passé 3 décennies à construire une marine, une ceinture d'infrastructures et un réseau de partenariats commerciaux précisément pour réduire votre dépendance aux routes contrôlées par la marine américaine, vous comprenez immédiatement ce que ce vote représentait vraiment. Ce n'était pas un vote sur le détroit d'Ormuz, c'était un vote sur qui définit les règles du jeu dans les points de passage critiques de la planète. Et la Chine n'a aucune intention de laisser Washington remporter ce vote-là. Il y a un terme dans la stratégie chinoise qui revient régulièrement dans les analyses des think tanks de Pékin, le dilemme de Malacca. L'idée fondamentale est simple. La Chine sait que sa dépendance aux routes maritimes, passant par des points d'étranglement que la marine américaine peut potentiellement fermer, représente sa vulnérabilité existentielle. Toute la politique d'infrastructure de la ceinture et la route, tous les accords portuaires en Afrique, au Pakistan, en Grèce, les gazoducs terrestres avec la Russie et l'Asie centrale, le développement de corridors commerciaux transcontinentaux, tout cela est une réponse directe à cette vulnérabilité. Et si les États-Unis obtenaient un précédent juridique international leur permettant d'intervenir militairement pour sécuriser les routes maritimes, ce travail de 3 décennies perdrait une grande partie de sa valeur stratégique. Bloquer la résolution n'était donc pas de la défense de l'Iran, c'était de la défense de l'architecture de puissance que Pékin construit depuis 1993. Passons au deuxième niveau, parce que la crise du détroit d'Ormuz fait quelque chose que Pékin attendait sans pouvoir le déclencher elle-même. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Ce que nous allons voir dans la prochaine partie touche à quelque chose que même les meilleurs analystes géopolitiques hésitent à formuler clairement. Restez avec moi. Le système pétrodollar, l'architecture par laquelle le pétrole mondial est libellé et échangé en dollars américains, n'est pas simplement une convention commerciale, c'est le mécanisme central qui assure la dominance du dollar dans le système financier mondial depuis les accords entre Washington et Riyad au début des années 1970. Ce système repose sur une hypothèse que l'on a longtemps prise pour acquise. Les routes énergétiques sont stables, prévisibles et accessibles. Tant que le pétrole coule librement et que les transactions se règlent en dollars, la demande mondiale de dollars reste structurellement élevée, ce qui donne aux États-Unis un avantage extraordinaire, la capacité de s'endetter dans leur propre monnaie à des conditions que personne d'autre ne peut obtenir. Chaque heure où le détroit d'Ormuz reste perturbé fracture cette hypothèse. Chaque pic de prix, chaque alerte de tanker, chaque incertitude sur les approvisionnements pousse des gouvernements à poser une question qu'ils évitèrent depuis 50 ans. Peut-on encore faire confiance à ce système? Et cette question, la Chine a une réponse alternative prête depuis des années. Des mécanismes de paiement bilatéraux en yuan avec des dizaines de partenaires en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Des accords d'approvisionnement énergétique structurés hors du système dollar. Une plateforme de trading pétrolier en yuan, lancée à Shanghai en 2018, modeste dans ses volumes initiaux, mais dont la pertinence structurelle grandit à chaque crise du système existant. La route de la soie comme infrastructure de substitution aux couloirs maritimes contrôlés par Washington. Chaque jour d'instabilité dans le détroit rend ces alternatives plus attrayantes pour des gouvernements qui n'ont aucune loyauté particulière envers le système dollar, mais qui jusqu'ici n'avaient pas de raison urgente d'en sortir. La crise d'Ormuz fournit cette raison. Et en bloquant toute résolution rapide, Pékin s'assure que l'érosion continue. Ce veto n'était pas de la défense, c'était de l'accélération. Il faut dire la troisième dimension clairement, parce qu'elle est peut-être la plus puissante de toutes et la moins couverte. Regardez comment ce veto a été reçu hors des capitales occidentales.
Dans les grandes villes d'Asie du Sud-Est, d'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine, le message qui a circulé n'était pas celui que CNN ou le Financial Times ont diffusé. La narrative qui a résonné dans ces régions n'était pas la Chine protège l'Iran, c'était la Chine a dit non à une couverture légale pour une frappe militaire américaine. Ce sont deux messages radicalement différents. Pour des pays qui ont dans leur histoire collective des interventions occidentales présentées comme humanitaires ou sécuritaires, mais vécues comme des violations de souveraineté, le veto chinois ressemblait moins à de la complicité avec Téhéran qu'à une résistance au mécanisme par lequel les grandes puissances habillent leurs intérêts stratégiques en légitimité onusienne. C'est là que la perception crée la réalité. La Chine n'avait pas besoin de déployer un seul soldat, de financer une seule opération d'influence pour engranger un bénéfice narratif massif dans des pays représentant plus de 4 milliards de personnes. Elle a utilisé le forum le plus visible du monde pour se positionner comme la puissance qui résiste à l'escalade, qui défend le dialogue, qui refuse que la force militaire soit couverte par une autorité internationale détournée de ses objectifs originaux. Juste ou injuste comme lecture, c'est la perception qui s'est installée. Et en géopolitique, la perception a une valeur réelle, mesurable, durable. Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire, avant de regarder cette vidéo, est-ce que vous aviez accepté la version médiatique dominante ou est-ce que quelque chose dans la réaction chinoise vous semblait déjà trop simple pour être vrai? Je lis chaque commentaire et je veux savoir comment vous avez perçu ce moment en temps réel. Il y a une objection sérieuse à tout cela et elle mérite une réponse directe, pas une réponse évasive, une réponse analytique. L'objection est la suivante. Peu importe la stratégie à long terme, la Chine souffre économiquement de cette crise. Les prix de l'énergie montent, les marges industrielles se compriment, l'incertitude pèse sur les investissements. La Chine ne peut pas indéfiniment tolérer un détroit d'Ormuz perturbé. Tôt ou tard, la pression économique l'obligera à soutenir une réouverture. En apparence, c'est du bon sens, mais cette objection pose la mauvaise question. La vraie question en stratégie n'est jamais qui peut endurer indéfiniment. Personne ne le peut. La vraie question est toujours qui manque de temps en premier. Et quand on regarde ce conflit sous cet angle précis, la réponse est sans appel. Les États-Unis ne dépensent pas seulement de l'argent dans cette crise. Ils dépensent du capital politique intérieur, des stocks de munitions d'interception qui ont des délais de production de plusieurs années et la patience de partenaires alliés qui ont leurs propres électorats à gérer. Les missiles intercepteurs ne sont pas illimités. La tolérance de l'opinion publique américaine face à une crise énergétique prolongée ne l'est pas non plus. L'Iran, de son côté, est un État qui a construit toute sa culture stratégique autour d'une seule capacité fondamentale, la résistance à la pression extérieure prolongée. 40 ans de sanctions, de confrontations, d'isolement diplomatique ont produit un appareil d'État et une économie qui fonctionnent sous contrainte de manière presque routinière. Téhéran n'a pas besoin de gagner vite. Il a juste besoin de ne pas perdre vite. Et la Chine, malgré ses douleurs à court terme, dispose d'amortisseurs que ses critiques sous-estiment systématiquement. Des réserves stratégiques de pétrole équivalent à plusieurs mois de consommation, des corridors terrestres alternatifs via la Russie et l'Asie centrale, une structure de gouvernance capable d'absorber une douleur économique que des démocraties libérales avec des cycles électoraux de 4 ans ne pourraient politiquement pas soutenir. Le temps lui-même est une arme. Et dans ce conflit, c'est Pékin qui tient cette arme. Ce que le veto a réellement accompli mérite d'être dit sans ambiguïté. Il n'a pas résolu la crise. Il l'a allongée, il a interdit une victoire diplomatique et militaire américaine rapide. Et en faisant cela, il a permis aux coups économiques, politiques, militaires de continuer à s'accumuler principalement du côté qui avait le plus besoin d'une résolution rapide. Regardons maintenant les deux chemins qui restent ouverts parce que la situation n'est pas figée. Elle évolue et les dynamiques en jeu vont forcer une décision dans les prochaines semaines. Le premier chemin est celui d'une sortie négociée. Les États-Unis trouvent un accord indirect avec l'Iran, très probablement via des intermédiaires du Golfe, peut-être la Turquie ou Oman, qui ont tous deux des lignes de communication ouvertes avec Téhéran. Cet accord permettrait une réouverture progressive du détroit, présentée par Washington comme une victoire de la pression militaire et par Téhéran comme la preuve que la résistance paie. Les deux camps sauvent la face. La Chine, dans ce scénario, laisserait faire, parce qu'un accord bilatéral négocié ne crée pas le précédent juridique international qu'elle avait à bloquer. La condition nécessaire pour ce premier chemin, que l'administration américaine accepte une sortie où l'Iran n'est pas publiquement humilié. Politiquement, c'est extrêmement difficile à vendre dans le contexte domestique américain actuel. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Le second chemin est la spirale. La pression militaire monte. Téhéran répond par de nouvelles mesures de perturbation dans le détroit. Les prix du pétrole s'envolent vers 130 puis 150 $. Les partenaires du Golfe commencent à tracer des trajectoires de sortie vers Pékin pour sécuriser leurs propres garanties de sécurité.
La dédollarisation des échanges énergétiques s'accélère. Le conflit s'installe dans une guerre d'usure dont Washington sort affaibli, non pas militairement, mais politiquement et économiquement. C'est précisément sur ce second chemin que la Chine semble parier. Et jusqu'à présent, la dynamique lui donne raison. Il y a encore un élément que presque aucune analyse n'a correctement intégré et qui change la nature profonde de ce veto. Le vote du 7 avril ne s'est pas tenu dans un calendrier ordinaire. Il s'est tenu quelques heures seulement avant une deadline formulée publiquement par la Maison-Blanche, donnant à l'Iran un ultimatum pour ouvrir le détroit sous peine de frappe américaine, ciblant des infrastructures critiques iraniennes. Arrêtez-vous une seconde sur ce timing. La Chine et la Russie ont choisi de bloquer cette résolution dans les heures précédant une menace de guerre explicite formulée par le président des États-Unis. Ce n'était pas un manque de coordination avec le calendrier, c'était une précision chirurgicale. En exerçant leur veto à ce moment précis, Pékin et Moscou ont envoyé un message qui transcendait le contenu de la résolution elle-même. Toute tentative d'habiller une frappe militaire américaine imminente d'une approbation internationale serait bloquée, quelles qu'en soient les conséquences diplomatiques à court terme. L'ambassadeur chinois a été explicite dans sa déclaration. Voter une telle résolution au moment où une menace militaire directe était formulée contre une autre nation aurait constitué, selon ses termes, un signal catastrophique sur le rôle du Conseil de sécurité. Et la Russie, en plus de son veto, a annoncé que Moscou et Pékin travaillaient conjointement à une résolution alternative sur la sécurité maritime régionale, incluant toutes les parties concernées. Ce n'était pas un refus de la paix, c'était un refus d'une version unilatérale de la paix. Une contre-proposition qui, si elle avait été prise au sérieux, aurait forcé une négociation multilatérale dans laquelle ni Washington ni Tel Aviv n'auraient eu le monopole de l'agenda. Voilà la vraie ligne de fracture ce jour-là. Pas entre ceux qui voulaient la stabilité et ceux qui voulaient le chaos. Entre deux architectures différentes de la sécurité mondiale, l'une centrée sur la capacité américaine d'agir avec légitimité internationale, l'autre centrée sur un multilatéralisme où les puissances émergentes ont un droit de regard effectif sur les règles d'engagement. Regardons maintenant l'image complète. Les 4 dimensions simultanément, parce que c'est seulement quand on les voit ensemble que la cohérence de la stratégie chinoise devient vraiment frappante. Sur le plan militaire, la Chine n'a pas tiré une seule munition, déployé un seul navire, engagé un seul soldat, et pourtant, avec un seul veto, elle a privé les États-Unis de la couverture juridique internationale pour une action militaire dans la région la plus sensible de la planète. Façonner les contraintes du champ de bataille sans y mettre les pieds, c'est ce que les théoriciens militaires chinois appellent la victoire sans combat. Sur le plan économique, en prolongeant l'instabilité dans le détroit, Pékin maintient une pression sur le système pétrodollar précisément au moment où les alternatives commerciales en yuan et les corridors terrestres de la ceinture et la route ont le plus besoin de pertinence pour attirer de nouveaux partenaires. La crise ne coûte pas seulement à l'Amérique, elle érode l'architecture financière sur laquelle repose la puissance américaine. Sur le plan politique, la Chine se retrouve en position d'arbitre perçu dans de larges parties du monde non occidental entre l'unilatéralisme américain et le multilatéralisme. C'est un capital politique que les missiles ne peuvent pas acheter et que la diplomatie traditionnelle prend des générations à construire. Sur le plan narratif, le champ de bataille le plus sous-estimé de toute compétition géopolitique, la Chine gagne des points dans des régions représentant l'essentiel de la croissance économique mondiale pour les 20 prochaines années. Quand vous additionnez ces 4 dimensions, vous ne voyez plus un veto. Vous voyez un mouvement stratégique multicouche qui a fait avancer la position chinoise sur tous les tableaux à la fois, à coût quasiment nul. Un seul vote, 4 victoires simultanées. C'est ça qui rend ce moment significatif, non pas parce que le détroit d'Ormuz est ouvert ou fermé cette semaine, mais parce qu'il révèle comment la Chine conçoit la compétition de puissance à l'ère contemporaine. Pas comme une succession de confrontations militaires, comme une manipulation de systèmes financiers, juridiques, narratifs, institutionnels, dans lesquels les leviers les plus puissants ne font pas de bruit quand on les actionne. Ce que les historiens retiendront peut-être de ce moment dans 20 ans, c'est que le tournant dans la compétition entre le système américain et le système alternatif que Pékin construit n'a pas été une bataille navale, pas une crise de missiles, pas un embargo. Ce fut le jour où une puissance a regardé le forum censé gouverner le monde et a utilisé une règle de procédure, le droit de veto, pour bloquer l'extension de la légitimité internationale de son adversaire principal, pendant que ledit adversaire était en train de menacer publiquement une frappe militaire. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est de la précision. Et la précision en géopolitique est l'indicateur le plus fiable de qui a vraiment réfléchi à l'avance à ce qu'il voulait accomplir. Cette crise n'est pas terminée. Les prochaines semaines vont forcer une bifurcation entre les 2 chemins décrits et selon le chemin emprunté, les conséquences pour la géopolitique mondiale seront radicalement différentes. Nous couvrirons chaque développement avec la même profondeur. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui suit ce conflit, mais qui n'a peut-être entendu que la version de surface.
Et voici la question que je vous laisse en commentaire, parce qu'elle me semble la plus importante et la moins résolue. Si les États-Unis obtiennent finalement une réouverture du détroit d'Ormuz par la pression militaire, est-ce une victoire stratégique pour Washington ou est-ce exactement le scénario que Pékin est prêt à laisser se produire parce que le vrai jeu se joue sur un terrain que la force militaire ne peut pas atteindre? Je veux vraiment lire votre raisonnement, pas juste une réaction, un raisonnement, parce que la réponse à cette question dit quelque chose d'important sur la direction que prend le monde.